Comme tous les lundis, c'est l'heure de la rencontre. Aujourd'hui, direction la Côte d'Or avec la sénatrice UDUC Anne-Catherine Loisier. Elle se bat pour faire vivre la filière bois. Reportage dans le Morvan de Marie Brémaud et Géraldine Bavoileau. Bonjour, Anne-Catherine Loisier, sénatrice de Côte d'Or. Je vais vous emmener dans les forêts de Côte d'Or, 4e département forestier avec plus de 330 000 hectares et surtout plus de 500 communes, dites communes forestières sur les 700 que compte le département. La première des règles d'or pour la sénatrice maire de Saulieu et également gestionnaire de forêt, c'est l'observation. Et rien de tel qu'une monture pour aller partout dans les bois. Alors ça c'est Iberia, c'est une jument lusitanienne. Anne-Catherine Loisier allie sa passion du cheval et son expertise des forêts. Vérifier que les plants ne sont pas malades, qu'ils poussent bien, qu'il n'y a pas de concurrence avec une végétation trop luxuriante. La forêt nécessite qu'on l'entretienne. Un message qu'elle tente de faire passer aux propriétaires, que ce soit des communes ou des particuliers. Une forêt entretenue, ça capte plus de CO2. Et en plus, ça permet de développer une véritable filière aussi économique du bois. Alors si on veut aujourd'hui utiliser davantage de ressources renouvelables, eh bien, le bois en est une. Une richesse économique locale et naturelle, voilà l'atout de ce territoire traversé par le parc régional du Morvan. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de ce pôle d'excellence rurale, un écopôle, avec le soutien de la communauté de communes de Saulieu. 6 millions d'euros investis, alors que la filière bois en France reste méconnue et sous-exploitée. C'est vrai qu'on n'est pas parti sur n'importe quel sujet, on est parti sur un sujet sur lequel nous avions un atout concurrentiel, un atout différentiel, c'est-à-dire la disponibilité de cette ressource et la proximité, il faut vraiment souligner ça aussi, des voies de communication. Je pense qu'il aurait été difficile de faire la même chose dans un territoire plus enclavé, parce qu'il y a des réalités économiques et d'approvisionnement qui s'imposent aux entreprises. L'accessibilité et la proximité à l'autoroute A6 ont décidé le groupe belge fruitier à s'implanter ici il y a 7 ans. La scierie industrielle est aujourd'hui la plus grosse en France qui se soit spécialisée dans le Douglas. Il faudrait qu'on s'élargisse, qu'on trouve un peu de surface pour envisager d'imaginer de pouvoir installer la nouvelle, peut-être une nouvelle scierie. Plus assez de place car la scierie envisage de conquérir de nouveaux marchés. La forêt, chaque année, grandit, grossit, et donc on a de plus en plus de difficultés à trouver des bois qui correspondent à notre outil de production. Donc, plutôt que d'élargir notre périmètre d'approvisionnement, ce qu'on souhaite, c'est potentiellement d'investir sur un outil qui nous permettrait d'utiliser des bois de plus gros diamètre. Parce que la volonté est de tout valoriser, les déchets de la scierie seront récupérés par une entreprise allemande qui vient de s'installer à quelques mètres d'ici. Et après, cette matière-là est stockée dans les silos béton. Donc en fait, c'est un conduit unique, mais c'est deux produits différents. C'est ça. Ouais. JRS est leader dans la fabrication et l'optimisation de fibres naturelles issues du bois. Dans quelques semaines, la production de granulés et de litières pour chats devrait démarrer. Grâce à des entreprises qui ont une technologie et qui sont dans l'innovation, peut-être que demain on pourra aussi trouver des débouchés pour de l'activité, mais aussi des débouchés pour notre sylviculture. L'écopôle a déjà permis la création de 120 emplois. La sénatrice espère qu'après les résineux, les entreprises pourront mieux utiliser la ressource en feuillus et en hêtre. Objectif que le Morvan devienne officiellement la Wood Valley de France. Anne-Catherine Loisier, bonjour, sénatrice UDUC de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous. On le voit, hein, cette passion et ce soutien pour la filière bois en France. C'est une matière première qui est négligée, le bois, selon vous, en France. Quelles en sont les raisons ? Parce que c'est un matériau qu'on redécouvre, qui a principalement été utilisé pour des usages, je dirais, plus traditionnels. Mais aujourd'hui, avec la pression en matière de ressources renouvelables, on voit de plus en plus de construction bois, on voit se développer aussi des techniques de construction. Et puis, bien sûr, le bois énergie qui est aussi une véritable option pour les territoires ruraux, notamment dans le cadre d'un circuit court, d'un approvisionnement de proximité. Oui. Pourtant, la filière bois est déficitaire, on le sait peu, avec en cause le rôle grandissant des exportations vers la Chine. Alors comment on peut rééquilibrer cette situation selon vous ? En développant des outils de transformation en France, et c'est bien l'objectif du plan national forêt-bois. Je salue en ce sens l'action du ministre, qui a vraiment donné un accent très fort à tout ce qui concerne la recherche, l'innovation. Nous avons besoin en France
de trouver davantage de débouchés, de faire de l'innovation sur ce matériau bois, autour par exemple des filières de biosourcés, autour des constructions. Je reparlais des constructions parce que c'est vraiment un enjeu majeur dans les années à venir. Donc voilà, c'est d'abord par l'innovation, par la création de nouveaux produits que nous pourrons renverser cette balance commerciale. Oui, je parlais de l'exemple de la Chine. Ça vous inquiète finalement qu'on exporte beaucoup vers la Chine sans de véritable réciprocité ? Ça m'inquiète dans la mesure où on laisse partir une plus-value, une valeur ajoutée, et qu'en ces temps de chômage, ça veut dire des emplois en moins et des entreprises en moins sur le territoire français. Puisque la transformation ne se fait pas en France, c'est ça ? Voilà, en général, en fait, ce que nous exportons, c'est des grumes, hein, c'est du bois brut, et ce qui nous revient, ce sont des produits transformés, beaucoup de meubles notamment. Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment un travail avec les professionnels, avec les industriels, pour adapter notre production sylvicole en France, et pour être au plus juste aussi en termes de développement, hein, et de matériaux et de types d'essence à développer sur nos territoires. Oui, on sait cet engagement sur la filière bois. On a vu dans le reportage de Marie Brémaud et de Géraldine Bavoilot, finalement ce sont des entreprises à la fois belges et allemandes qui sont venues s'implanter sur votre territoire. Est-ce que ça veut dire qu'en France il n'y a pas des entreprises équivalentes qui n'ont pas peut-être saisi cette chance, cette opportunité offerte par la filière bois ? Oui, nous le regrettons. Enfin, nous regrettons de ne pas avoir eu des entreprises françaises. Après, l'appel a été fait, hein, à l'époque. Je pense que c'était aussi, ça représente des capitaux importants, hein, puisque les deux entreprises citées ont investi autour des 30 à 40 millions d'euros. Donc c'était un défi, un challenge. Je pense qu'un certain nombre d'industriels français doivent aujourd'hui se lancer dans ce défi. Ils ont hésité et aujourd'hui ils voient le bois partir. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont faire le raisonnement inverse et ils vont se lancer davantage dans l'investissement. Et notamment dans l'investissement, ce que disait un des intervenants, autour des gros bois. Parce que la problématique, hein, que nous avons aujourd'hui, c'est que nous produisons des bois plus gros, puisque nous avons une sylviculture qui s'inscrit dans le temps, parce qu'on veut avoir des forêts avec une certaine diversité et des arbres de différentes tailles. Donc on a de gros bois. Et aujourd'hui, l'enjeu, pour que nous continuions dans cette sylviculture qui est plus raisonnée et plus favorable à l'environnement, il faut que nous arrivions aussi à trouver des débouchés pour ces gros bois. Est-ce que c'est bien perçu par les populations, le développement de cet écopole ? Alors l'enjeu, c'est que cela se passe dans la concertation entre industriels, pouvoir public, population. Sur le territoire du Morvan, nous avons eu la chance d'avoir une charte forestière de territoire qui est vraiment un outil de gouvernance et qui permet de mettre tout le monde autour de la table, de manière à ce que le développement, les axes de développement soient partagés et qu'on évite d'arriver à des tensions. Surtout dans ces territoires forestiers et boisés, qui sont souvent par ailleurs des territoires protégés, des parcs ou des territoires beaux, enfin attractifs, et où il y a beaucoup de populations qui sont en résidence secondaire. Donc ces gens-là, effectivement, ont une certaine attente par rapport à l'environnement et il est essentiel, si l'on veut continuer à développer la filière bois, qu'on soit attentif à ces populations et qu'on trouve une voie de développement équilibrée. Vous redoutiez de voir peut-être se créer des zones à défendre, des ZAD, et avoir finalement des contestations comme on peut le voir oui, mais ça peut toujours arriver. arriver. Ça peut toujours arriver si on n'est pas attentif à être vraiment dans une gestion et une gouvernance partagée. Cela peut toujours arriver parce qu'aujourd'hui, le citoyen est un citoyen participatif et il demande à être associé. Et ça, les industriels aussi commencent à le comprendre, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Pour eux, ils arrivaient, ils faisaient leur business. Et voilà. Aujourd'hui, ils comprennent que pour que l'activité se développe bien, que leur activité se développe bien et que tout le monde soit gagnant-gagnant, il faut mettre la carte sur table et il faut travailler en concertation. Oui. Un mot sur la loi travail, deuxième semaine de débat ici au Sénat. On a pu dire finalement que les sénateurs, les Républicains voulaient aller plus loin dans une version peut-être jugée trop libérale, même par leurs partenaires habituels, les sénateurs centristes. Écoutez, moi je crois que la réalité de la France parle. Nous sommes le pays de l'OCDE qui a le plus fort taux de chômage. On voit autour de nous l'Allemagne, mais aussi l'Italie qui crée plus de 200 000 emplois l'année dernière et nous, laborieusement, 40 000 emplois. Donc je pense que quand on est un responsable politique conscient des enjeux, on prend des dispositions
Et que visiblement, ces pays qui nous entourent, nos voisins, ont pris depuis un moment des orientations en matière d'assouplissement de l'embauche. Pour créer de l'embauche, il faut déverrouiller et que les entreprises ne soient plus... Quitte à réécrire le texte dans une version jugée parfois trop libérale? Pour le moment, est-ce que j'en vois? Je ne la trouve pas trop libérale. En tout cas, elle affirme les principes qui sont les nôtres pour sortir de cette ornière du chômage dans laquelle on patauge depuis des années. Et moi, je constate chaque jour dans nos territoires ruraux le drame humain qu'il y a derrière le chômage, parce qu'on parle des chiffres, mais il y a un drame humain et nous avons d'abord un devoir, le devoir de remettre ces gens-là dans l'emploi et de leur donner des opportunités de trouver un travail. Bien, merci beaucoup Anne-Catherine Loisier. Vous restez avec nous puisque c'est l'heure du portrait décalé. Alex Darmon refait le portrait, c'est tout de suite. Bonjour Delphine. Bonjour Alex, belle entrée. Oui, mais je pas fait exprès. Bonjour Delphine, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui puisqu'on reçoit une sénatrice et ça fait très longtemps que je n'étais pas entouré que de femmes sur ce plateau. Donc bienvenue, faites comme chez vous. Vous avez une vie incroyable, hein, Madame Loisier. Vous êtes née en Guyane, en pleine forêt amazonienne et vous avez vécu dans un petit village indien. Je crois même savoir que le chef du village voulait vous marier avec son fils à lui. Ah, vous avez tout ça, vous avez... Ça veut dire que vous étiez bien intégré, que vous avez un petit prénom indien. C'était quoi votre prénom indien? C'était Nanook. Nanook, qui Voilà. veut dire, je crois, cheveux d'argent. Je sais, enfin j'étais toute blonde, Parle un hein, petit comme peu beaucoup indien. d'enfants, donc ouais. Ça voulait dire cheveux d'argent. Je vous le dis, je parle un petit peu indien. D'accord, je vois ça. Oui. Alors, c'est une belle période. Vous aviez déjà très envie de devenir sénatrice. Donc, vous avez quitté la Guyane pour venir en métropole, plus précisément en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, vous avez quand même gardé le contact avec la forêt, la nature. Et quand vous en parlez de la forêt, on pourrait vous écouter pendant des heures. Regardez. Je pense vraiment que la forêt attire beaucoup de gens par son côté mystérieux, par son côté sain, nature, oxygène, liberté, enfin un tas de valeurs qui sont à la fois réconfortantes et dans lesquelles on se ressource. En vous écoutant, je suis amoureux de la forêt, hein, qu'on s'entende bien. Mais oui, vous avez raison, c'est cela. On se ressource en forêt et vous aimez tellement la forêt et vous ressourcer que vous allez devenir gestionnaire en exploitation forestière. Vous savez joindre l'utile à l'agréable. J'aurais adoré savoir faire ça. Moi, j'adore le foot et j'ai jamais pu devenir joueur de football professionnel. Pas assez de talent, apparemment. Vous aimez le cheval aussi. Et vous avez deux chevaux, on l'a vu dans le reportage. Ils s'appellent Othello et Iberia. Alors, on peut comprendre, pour Othello, c'est le théâtre. Pour Iberia, c'est pourquoi? C'est pour les miles? Alors je ne l'ai pas choisi, hein, je l'ai acheté, elle avait déjà ce nom-là, donc je ne l'ai pas rebaptisé. D'accord, bon, très bien. La politique dans tout ça, passons à la politique. Avant de devenir sénatrice, vous allez devenir l'une des plus jeunes conseillères générales de France en 1994. Et la politique, chez vous, c'est une histoire de famille. Vous êtes maire de la ville de Saulieu, on l'a dit. Votre papa était maire, votre frère était maire. Alors j'ai une seule question, et attention, elle n'est pas facile. Est-ce que votre mère a été maire? Jamais? En tout cas, elle a été une très bonne mère. D'accord, bon, bah, très bien. C'est une question difficile, hein. Ça aurait pu être un sujet de bac en philosophie. En plus, je crois que l'un de vos enfants passe le bac. Oui, ma fille, ouais. Ça s'est bien passé? Ben, bof, je sais pas, c'est difficile à dire hein, quand on en sort, mais... Bon, on va souhaiter bonne l'espère. chance. Voilà, on pour les l'espère. résultats, pour la maman aussi, hein, parce que c'est stressant. Et on va souhaiter bonne chance à tous les bacheliers et tous les futurs bacheliers pour terminer cette chronique. Merci beaucoup Alex. Merci Merci à vous. Anne-Catherine Loisier.